Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur les épisodes 9 et 10 de la première saison de Maul Seigneur de l'Ombre. Bien évidemment, cette vidéo sera full spoiler. Avant de commencer, je vais vous parler de la collaboration commerciale de cette vidéo. Pour tout notre contenu autour de Maul Seigneur de l'Ombre, nous nous associons à l'artiste Createra Design, qui a préparé de nombreuses illustrations au format A4 en rapport avec la série, et nous vous proposons des réductions sur une nouvelle illustration chaque semaine de 12 à 10 €. Ainsi, pour cette dernière semaine de diffusion, vous pouvez avoir une réduction sur 7 illustrations de Maul, Marok et Devon Izara sur le site de Createra Design avec le code LTC10, le lien est en description. Le code est actif jusqu'à mercredi prochain. Merci à tous et bonne vidéo. Tout d'abord, le titre de l'épisode 9 est Strange Allies, un titre déjà utilisé pour un roman graphique de Clone Wars, aujourd'hui légende, dans lequel apparaît Savage Opress, le frère de Maul, publié en France dans le volume 4 de The Clone Wars Missions, les chasseurs de Sith de Delcourt. L'épisode s'ouvre sur un appel holocom de Dryden Voss pour Maul, le leader public de l'Aube écarlate dans Solo, A Star Wars Story. C'était l'acteur Paul Bettany qui l'interprétait dans le film, mais c'est ici Scott White qui le double. Le plan de Voss est de profiter de la situation difficile de Maul pour lui proposer un marché. Il l'aide à fuir Janix et en échange, le Zabrak le débarrasse de son chef, l'actuel leader de l'Aube écarlate, un certain Rintero. L'Aube écarlate s'était déjà allié à Maul à la fin de la guerre des clones au sein du collectif des ombres, et on a d'ailleurs vu une rapide scène dans la saison 7 de The Clone Wars où Maul contacte les chefs des syndicats avec Ziton Moj du Soleil Noir, Marg Krim du syndicat Pike et donc Dryden Voss, qui est alors probablement là comme représentant de l'Aube écarlate et non leader comme nous le supposions. D'ailleurs, Rintero a déjà été mentionné sans être nommé dans le roman Crimson Climb, encore inédit en français, un roman qui raconte l'ascension de Kira au sein de l'Aube écarlate entre l'introduction de Solo sur Corellia et le retour de Kira à bord du First Light. À un moment, Dryden mentionne simplement son prédécesseur, qui sera donc probablement tué par Maul dans la seconde saison de Maul Seigneur de l'Ombre. Maul possède désormais un moyen de quitter Janix, mais il doit d'abord réussir à quitter la ville. Et pour cela, il faut utiliser l'aide de Brander Lawson, qui doit forcément connaître un moyen. Ainsi, il convient d'un rendez-vous avec Devon Izara par leur lien via la Force, et tout ce beau monde se retrouve au pied d'un monument appelé Statue de l'Armistice. Ce nom fait évidemment écho à la situation des personnages qui doivent s'allier pour combattre un ennemi commun, mais StarWars.com précise que la statue est un mémorial fondé pour se souvenir d'un long conflit de l'histoire de Janix. Brander Lawson emmène donc le groupe dans les égouts de Janix, métaphoriquement dans les péchés de la cité, là où tous les déchets sont jetés pour appuyer le côté désespéré de la situation. Matthew Michnoves, le scénariste principal de la série, a déclaré que l'inspiration du lieu était la rivière Styx de la mythologie grecque, un des points de passage des enfers. Et c'est bien vers les enfers que se dirigent nos personnages, mais on y viendra. De plus, le petit druide de Spybot fait ici office de Caron, celui qui fait passer les morts d'une rive à l'autre du Styx. Mais une rivière d'acide n'est pas assez dangereuse, il fallait que l'Empire Galactique et l'Inquisitor Hughes interviennent avec une attaque surprise et violente des premiers et 11e frères. À la fin de ce combat acharné, Maul change de posture et passe au Jarkai, une technique avec 2 sabres laser. Mais cette rapide scène est surtout là pour faire un énième rappel au jeu vidéo légende Le Pouvoir de la Force, dans lequel Starkiller se bat avec 1 ou 2 sabres laser qu'il tient à l'envers. Et s'il y a autant de références au pouvoir de la Force, c'est tout simplement que l'interprète de Starkiller, Sam Witwer, est aussi celui de Maul. En sortant des égouts, nos personnages principaux ne sont toujours pas tirés d'affaire, puisque c'est le Seigneur Noir des Sith Dark Vador en personne qui fait son apparition. Et un petit détail beaucoup plus tôt dans l'épisode annonçait déjà sa venue avec ce second destroyer stellaire de classe Imperial 1 dans le ciel de Janix. Il s'agit peut-être du Devastator d'ailleurs, le destroyer personnel de Vador, que l'on voit notamment dans Un Nouvel Espoir, mais rien ne permet de l'affirmer. Parmi les premières victimes de Dark Vador, on peut compter la pauvre Rookcast qui se fait emmener dans la brume, et les inspirations évoquées par StarWars.com pour cette scène sont les personnages de Jason Voorhees de la saga Vendredi 13 ou encore Michael Myers dans les films Halloween. Lorsque Vanessa Marshall, la doubleuse de Rookcast, a tourné cette scène, elle a déclaré à l'équipe réunie sur place qu'elle cherchait à rendre l'impression, je cite, qu'il m'arrachait les poumons de la gorge, se souvient Bradro, directeur de la production. Pour renforcer cet effet, les concepteurs sonores ont intégré un effet de gorge écrasée tiré directement d'Un Nouvel Espoir. If this is a consular ship, where is the ambassador?
De plus, le Vador qui émerge de la brume est un rappel à la couverture de Splinter of the Mind's Eye, premier roman original Star Wars de 1978, écrit par Alan Dean Foster qui avait déjà fait la novélisation d'Un Nouvel Espoir en 1976. La couverture est même de Ralph McQuarrie, le concept artiste de la trilogie originale. Splinter of the Mind's Eye est inédit en français, mais son adaptation en comics a été traduite sous le nom de La Pierre de Kybur, ou Le Cristal de Kybur selon les éditions. Et cette scène enchaîne donc avec l'épisode 10, dont le titre avait d'ailleurs été annoncé comme Finale, mais c'était en réalité une manière de cacher le véritable titre de Dark Lord, évitant de spoiler l'arrivée de Dark Vador. Maintenant que l'on voit Vador un peu mieux, je vais pouvoir m'attarder sur sa tenue. C'est un détail qui passe assez inaperçu dans les films, mais l'armure de Dark Vador change à chaque film. Il y a cependant deux variantes principales. Le reste, ce sont des détails comme la symétrie de son casque ou la disposition des boutons sur son plastron, mais c'est son armure au torse qui varie le plus entre un tissu ou non qui passe devant. Dans Un Nouvel Espoir, 2 bandes passent devant l'armure, qu'il perd dans l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi. Mais malgré la chronologie, son armure de la Revanche des Sith ressemble bien plus au Retour du Jedi qu'à Un Nouvel Espoir, mais les œuvres entre ces deux films ont eu tendance à se rapprocher du design original, comme Rebels, Rogue One, A Star Wars Story, et donc Maul, Seigneur de l'Ombre. Mais ce n'est pas une règle toujours suivie, il suffit de voir les jeux vidéo Jedi Fallen Order et Jedi Survivor qui reprennent également le design du Retour du Jedi. Concernant le design de Vador dans Maul, Seigneur de l'Ombre plus précisément, c'était une volonté des créatifs de lui donner une grande musculature pour rappeler l'acteur original du personnage, David Prowse, qui était carrément un bodybuilder. Selon les réactions de Maul durant cet épisode final, on pourrait se demander s'il sait qui est vraiment le Seigneur Noir des Sith. Pour rappel, Maul n'a que peu de liens avec Anakin Skywalker, ils se sont rapidement croisés sur Tatooine et Naboo dans La Menace Fantôme, mais c'était Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi et Padmé Amidala qui le chassaient, et pendant la guerre des clones, ils ne se sont jamais croisés, bien qu'Anakin soit au courant des agissements du Zabrak. Mais dans le final de The Clone Wars, Maul révèle à Ahsoka Tano qu'Anakin Skywalker est le nouvel apprenti de Darth Sidious. Cependant, il ne sait pas du tout pour la transformation physique du nouveau Sith, et la première déduction logique est de penser que c'est un inquisiteur. Dans tous les cas, ça a été confirmé par StarWars.com que Maul ne sait pas à ce moment, mais peut-être qu'il le déduira par la suite. Mais cette rencontre permet de faire un lien avec le final de la saison 2 de la série animée Rebels, dans lequel Dark Vador affronte Ahsoka Tano sur Malachor. En effet, lors de l'arrivée du Seigneur Sith, et même avant qu'il ne soit montré à l'écran, Maul laisse supposer au spectateur qu'il sait qui est cette figure sombre, et l'a peut-être déjà rencontrée, chose confirmée désormais. What is it? Nothing. Mais si c'est bien la première rencontre entre Maul et Dark Vador dans le canon, ce n'est sûrement pas le cas dans l'univers légende. En effet, Resurrection du numéro 9 de Star Wars Sales en 2001 raconte une courte histoire dans laquelle l'Empereur charge Dark Vador de récupérer les plans volés de l'Étoile de la Mort. Son enquête le mena sur la lune volcanique de Kalakar 6, où un groupe dissidents de fanatiques Sith sont parvenus à ressusciter Dark Maul à l'aide de l'alchimie Sith. Mais il ne s'agissait pas réellement du vrai Maul, plus une sorte de coquille vide. Cependant, la volonté de ce Maul était de se racheter auprès de Darth Sidious, en éliminant notamment son apprenti actuel. Les fanatiques, eux, considéraient Vador comme un Sith de moindre valeur, car souillé de ses quelques années passées chez les Jedi, contrairement à Maul qui était un Sith plus pur. Dark Vador finit évidemment par vaincre le Dark Maul ressuscité et retourne voir son maître qui semble étrangement peu surpris, Vador soupçonnant alors qu'il s'agissait d'un nouveau test. Mais on pourrait aussi citer un autre comic, Old Wounds de Visionaries, une histoire non canon de l'univers légende. Dans cette histoire totalement fantasmée, Dark Maul a survécu à son affrontement sur Naboo et a assisté à tous les événements de l'attaque des clones et de la revanche des Sith, mais en retard. En effet, Dark Maul traquait Obi-Wan Kenobi pour se venger et l'a suivi sur Kamino après qu'il a affronté Jango Fett, sur Geonosis après la bataille, sur Mustafar où il a donc croisé un jeune Dark Vador brûlé, sur Polis Massa où il a tué les Khalidaïn qui ont aidé à l'accouchement de Padmé Amidala et s'est même rendu sur Tatooine où il a décapité Watto, l'ancien propriétaire d'Anakin Skywalker. Et c'est donc sur Tatooine que son enquête l'a mené à la ferme des Lars, où Obi-Wan l'attendait pour en découdre avant qu'Owen Lars ne l'abatte d'un tir dans la tête. Et vous avez sûrement remarqué le design particulier de Maul dans ce comic. Cette histoire a été publiée en 2005 pour la promotion de la revanche des Sith, et des années plus tard, ces idées non canon même à l'époque je rappelle, ont été reprises dans la série animée The Clone Wars avec la vengeance de Maul, ses cornes agrandies pour sa version de Loso Minor et ses jambes mécaniques pour sa version de Dathomir.
Même sa tenue avec sa capuche a été reprise lors de sa traque d'Obi-Wan sur Tatooine dans Rebels, rappelant encore plus ce comique. Pour en revenir à Maul, Seigneur de l'Ombre, le combat contre Dark Vador se poursuit dans des ruines qui, selon StarWars.com une nouvelle fois, sont issues d'une ancienne civilisation de Janix n'ayant aucun lien avec les Jedi et les Sith, mais servant au world building de la planète. Le site nous a même donné quelques concept art comme ces totems géants que l'on ne distingue pas forcément dans l'épisode par leur taille. De leur côté, Brander Lawson, Riley Lawson, Two Boots et Lou Tivario affrontent des Stormtroopers TK de l'Empire Galactique, alors armés de deux nouvelles choses, à commencer par ce blaster lourd à répétition E-Web. C'est une grosse arme qui nécessite parfois d'être posée sur un trépied accompagné d'un générateur énergétique de classe 4T3, comme on peut le voir dans l'Empire contre-attaque lorsque le Faucon Millennium fuit la base Echo de Hoth. E-Web est l'abréviation d'Emplacement Weapon Heavy Blaster. Et pour l'anecdote, il existe plusieurs armes de la même famille que le E-Web, comme le canon laser lourd à répétition E-Hub, vu uniquement dans le final de la première saison de The Mandalorian, alors utilisé par les vestiges de l'Empire. Le blaster à répétition F-Web est le successeur du E-Web, en étant équipé d'un petit générateur de bouclier déflecteur. Ce visuel est uniquement légende et provient du livre de référence Han Solo and the Corporate Sector Sourcebook, en lien avec sa première apparition dans le roman Han Solo au bagne des étoiles, premier tome de la trilogie Les Aventures de Han Solo. Le E-Web 15 est une version plus puissante du F-Web et n'est mentionné que dans des livres de référence comme Blaster et Armes à Feu de Star Wars Encyclopédie pour le canon ou The Last Command Sourcebook pour le légende. Et en parlant de l'univers légende, il y a d'autres versions exclusives à ce pan du lore Star Wars, avec le blaster lourd à répétition EWHB-12 du jeu vidéo Republic Commando, le blaster à répétition M-Web utilisé après la bataille d'Endor, le M pour mobile car cette version était moins encombrante, et enfin le fusil E-Web du jeu vidéo Galaxies qui est là carrément une version portable. Pour revenir à Maul, Seigneur de l'Ombre, on est sur les premières utilisations du E-Web, mais il était déjà apparu dans 2 épisodes de The Bad Batch auparavant, qui se déroulent plus tôt dans la chronologie. Et la seconde nouvelle arme utilisée ici par l'Empire est la navette T4A de classe Lambda, apparue pour la première fois dans Le Retour de Jedi, sa présence dans l'Empire contre-attaque ne datant que de l'édition spéciale du film de 97. Tout comme le E-Web, nous sommes sur les premières années de l'utilisation d'une lambda, mais on l'avait déjà vu dans le dernier épisode de Clone Wars, ou encore dans les comics Dark Vador de 2017 qui se déroulent avant Maul, Seigneur de l'Ombre. Le nom lambda pour la classe de cette navette est issu de la ressemblance du vaisseau à la lettre grecque lambda. Et c'est cette navette qui a lancé la longue série de vaisseaux avec des noms de lettres grecques qui n'ont plus aucun rapport avec la forme des vaisseaux correspondants, comme la navette de classe Beta, la navette de classe Gamma, la navette T3C de classe Delta, la navette d'escorte JV7 de classe Delta, la navette de classe Zeta, la navette de classe Eta, la navette T2C de classe Theta, la navette de classe Kappa, la navette de classe Mu, la navette d'attaque et de transport de classe Nu, la navette légère de classe Xi, la navette d'attaque de classe Omicron, la navette de transport de classe Rho, la navette de classe Sigma et la navette de commandement de classe Upsilon. Et enfin, lors du combat sur le pont entre Devon Izara et les Inquisiteurs, Devon utilise un pouvoir de la force appelé Vitesse de Force, qui permet d'accélérer les mouvements de l'utilisateur. Il apparaît pour la première fois dans l'Amna Phantom à ce moment, avec Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi. Mais si je le relève ici particulièrement, c'est par rapport au son qui est utilisé. Il s'agit une nouvelle fois du son de la vitesse de force du jeu vidéo légende, le pouvoir de la force. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Et toutes les 2 semaines, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.